Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer sans faire de détour, c'est-à-dire que les tarifs réciproques à l'échelle mondiale, c'est probablement l'annonce la plus agressive de Trump depuis qu'il est retourné en politique. Et là, pensez pas que ça concerne uniquement les Américains. En fait, on parle de tarifs douaniers sur un grand nombre de pays et clairement, ça va avoir un impact direct sur votre portefeuille. Et l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi la bourse elle a craché jeudi et vendredi passé. Et surtout, je vais vous dire exactement ce que j'ai acheté pendant la panique. Parce que oui, quand tout le monde vend, moi j'achète. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que mercredi passé, c'était le jour de la libération aux États-Unis, c'est-à-dire la journée où Trump annonçait une vague de tarifs réciproques qui allait affecter l'économie mondiale. Si je vous résume tout ça, premièrement, on parle de tarifs douaniers minimum de 10% sur tous les pays auxquels les États-Unis importent des produits. Il y a également des tarifs réciproques qui ont été annoncés à des pays qui imposent déjà des tarifs ou des barrières non tarifaires aux États-Unis. Ce qu'on a pu constater, c'est que les tarifs réciproques, ils touchent environ une cinquantaine de pays et certains pays ont été davantage affectés que d'autres. Par exemple, il y a la Chine qui se fait imposer des tarifs de 34%, il y a la Taïwan qui se retrouve avec des tarifs de 32%, le Vietnam c'est 46% et finalement l'Union européenne ce sont des tarifs de 20%. D'ailleurs, le lendemain de l'annonce, la Chine répliquait déjà avec des tarifs douaniers de 34% sur les importations en provenance des États-Unis. Et là, hier, Trump a dit que si la Chine n'enlevait pas les tarifs de 34%, Trump allait imposer des tarifs supplémentaires de 50% par-dessus le 34% qu'il avait annoncé lors du jour de la libération. Et à noter que le Canada et le Mexique sont exclus des tarifs réciproques. Dites-vous qu'on s'attendait à des tarifs réciproques en plus des tarifs sur les produits exclus de la CEUM, en plus des tarifs de 25% sur l'acier et l'aluminium et en plus des tarifs sur l'industrie automobile. Donc, non, le Canada n'est pas tant chanceux par rapport aux tarifs. C'est juste que pour le moment, du moins, on n'a pas subi de tarifs réciproques de la part des États-Unis. Par contre, hier, on a entendu parler que les États-Unis veulent augmenter de 20% les tarifs douaniers sur le bois d'œuvre canadien. Donc, les tarifs sur le bois passeraient de 14% à 34%. Donc, encore une fois, des tarifs qui vont affecter l'économie canadienne. Et petite parenthèse, de notre côté, en réponse à la mise en vigueur des tarifs de Trump sur l'industrie automobile, le premier ministre du Canada, Mark Carney, il a annoncé des contre-tarifs de 25% sur l'importation de voitures américaines, ce qui signifie que les véhicules construits aux États-Unis vont nous coûter 25% plus cher. Et ça, c'est sans compter la hausse anticipée des prix qui est directement liée aux tarifs douaniers de Trump, parce que d'un côté, les tarifs de Trump vont faire grimper les coûts de production et nous, au Canada, en plus de ça, on va devoir rajouter un 25% de plus sur cette augmentation-là. Bref, les véhicules fabriqués aux États-Unis pourraient nous coûter pas mal plus cher dans les prochains mois, que ce soit les marques Ford, GM, Jeep ou Dodge, mais il y a aussi les marques étrangères comme Acura, Honda, Toyota, BMW, parce qu'il y a certains modèles de ces compagnies-là qui sont construits aux États-Unis. Donc, ce ne sera pas évident pour les consommateurs de trouver un véhicule dont le prix ne sera pas affecté par les contre-tarifs. Sinon, si on tombe dans le vif du sujet et qu'on regarde du côté des marchés boursiers, si vous êtes investisseur autonome, vous le savez déjà, jeudi et vendredi, tous les indices boursiers se sont écroulés. Du côté des marchés américains, en 2 jours, le S&P 500 il a perdu à peu près 11%. Et le Nasdaq, lui, a chuté de 12%
pour tomber officiellement en phase de bear market, donc de marché baissier. Et au Canada, l'indice canadien S&P TSX, lui, a droppé de quasiment 10% durant la même période. Et si on regarde les marchés asiatiques, c'est encore pire. En fait, juste hier, l'indice boursier japonais, le Nikkei 225, il a droppé de 8%. Et l'indice chinois, donc l'indice d'Hong Kong, lui a planté de 13%. Et comme je vous dis, ça c'était juste pour hier. Et pourquoi c'est pire sur les marchés asiatiques? C'est parce que leur économie est en grande partie dépendante de leurs exportations aux États-Unis. Et là, avec les tarifs douaniers annoncés par Trump, ils s'attendent à ce que les Américains diminuent leur importation en Chine et au Japon. Et je veux également attirer votre attention sur le baril de pétrole brut qui a perdu environ 17% depuis jeudi. Le baril qui est rendu autour de 61 $ US. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi le rapport entre le prix du pétrole et les tarifs, en réalité c'est que la vague de tarifs réciproques, elle touche tellement de pays qu'on peut se permettre d'anticiper une récession à l'échelle mondiale. Donc, ultimement, ça peut mener à une baisse considérable de la demande de pétrole brut à travers le monde. Donc, sans farce, on peut dire que l'annonce des tarifs réciproques de Trump, ça a été pire que le pire scénario anticipé par les investisseurs. Et la dernière fois qu'on a vu une drop rapide comme ça, c'était en 2020 durant la pandémie. Évidemment, comme tout le monde, mon portefeuille il a mangé une claque depuis quelques jours. Si ça peut vous rassurer, ma position dans Nike est rendue à moins 30% et ma position dans UPS affiche présentement moins 26%. Donc, paniquez pas si vous avez certaines actions dans ces ranges-là, dans le négatif, parce que du rouge foncé durant un marché baissier, ça fait partie de la game. Sinon, ce matin, première journée qui commence dans le vert depuis quelques jours, mais encore là, ça ne veut pas dire que c'est déjà fini puis qu'on est parti pour la gloire. On le sait pas, dans le sens que la situation ne semble pas encore réglée, mais reste qu'aujourd'hui, il y a une forte remontée. Mais je vais vous partager ce que j'ai fait depuis jeudi dernier en ce qui concerne mon portefeuille. Et là, même s'il y a plein de monde qui préfère attendre parce que eux autres, ils pensent qu'ils vont être capables de timer le creux du marché pour acheter au plus bas, moi, j'ai commencé à grossir des positions dans des entreprises que je suis déjà actionnaire. Donc, vous allez voir que j'ai acheté pas mal et le gros de mes transactions s'est fait vendredi passé et lundi matin, donc hier matin. Et en rafale, j'ai racheté du PayPal à 58 $ US, du Apple à 177 $ et Amazon à 170. Ensuite de ça, sous forme de CDR, donc sur la bourse NEO en dollars canadiens, j'ai racheté du Meta à 28,17 $, du Google à 24,85 et du AMD à 16,24 $. Et finalement, sur le marché canadien, j'ai racheté des actions de Magna International à 44,20 $ et du Suncor Energy à 47 $. Donc, ça résume pas mal toutes mes transactions qui ont été faites au courant des 3 derniers jours. Et au fait, pour ceux qui veulent voir l'intégralité de mon portefeuille, incluant toutes mes actions avec le coût d'achat moyen puis leur pondération, ou qui veulent savoir c'est quoi les actions qui sont présentement sous mon radar, je vous invite à vous abonner à mon infolette. La prochaine publication, elle va sortir cette semaine, donc jeudi le 10 avril. Et pour ceux qui s'inscrivent à mon infolette, vous avez également droit à un rabais pour ma formation en ligne. Bref, dites-vous que maintenant, après toutes ces transactions-là, j'ai investi un peu plus de la moitié de mon encaisse. Donc, il me reste encore pas mal de liquidités si la drop des marchés boursiers se poursuit. Et la raison pour laquelle j'ai autant de cash de disponible, c'est parce que en 2024, j'ai pratiquement rien acheté. Donc, je commençais à avoir pas mal d'encaisses qui s'accumulaient. Et là, en ce moment, pour moi, c'est le temps de prendre mes liquidités et de les investir pour le long terme. Et là, je tiens tout de suite à dire que oui, ça peut continuer à dropper. Oui, les tarifs réciproques de Trump, c'est extrêmement mauvais pour l'économie mondiale, mais reste qu'il faut garder son calme quand même. Faut pas que
ce soit nos émotions qui motivent nos décisions d'investissement. Au contraire, parce que si tu investis en bourse, il faut justement que tu capitalises sur ce type d'événement-là et il faut agir quand il y a des chutes drastiques, parce que si des drops comme ça t'empêche de dormir, je suis pas convaincu que tu as nécessairement le profil pour gérer toi-même tes placements pour ta retraite. Et là, je veux pas dénigrer personne, là, c'est juste que des corrections et des marchés baissiers, il va tout le temps en avoir. Puis si à chaque fois que ça arrive, tu décides de vendre tout ce que tu as ou d'attendre que ça passe, ben sur le long terme, tes rendements, ben ils seront pas excellents. Parce que même si ça semble terrible en ce moment, du fait qu'on est direct dedans, je suis convaincu qu'en 2030, avec le recul, on va tout regarder cette période-là et on va se dire « Hey, avoir su, j'aurais investi bien plus d'argent, check le prix de telle ou telle action. » Donc avec cette perspective-là en tête, moi je veux limiter les regrets potentiels, donc je décide d'acheter dès que je commence à avoir des deals et je vais continuer d'acheter si les prix continuent de baisser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et je suis conscient que sur le coup, prendre votre argent durement gagné puis acheter des actions avec, puis qu'après ça, tu vois le prix des actions qui continue de chuter le lendemain, c'est pas la chose la plus motivante. Et en fait, ça peut vous donner l'impression que vous êtes en train de perdre votre argent en investissant en bourse, surtout que c'est encore plus difficile d'investir dans un environnement aussi imprévisible et dans un contexte où on prévoit également une récession au Canada, dans le sens que, en plus de l'incertitude qui est liée au marché boursier en soi, ben vous avez peut-être peur de perdre votre job ou de subir une réduction de vos heures de travail ou vous craignez peut-être une baisse de vos revenus comme travailleur autonome. Dans tous les cas, je peux comprendre que d'investir sur les marchés boursiers en ce moment, c'est pas donné à tout le monde non plus. De un, si vous n'avez pas de fonds d'urgence ou que vous n'arrivez pas financièrement, c'est sûr que les placements, ça devrait pas être sur votre liste de priorités. Et de deux, actuellement, avec la guerre tarifaire qui touche la planète au complet, tout laisse à croire que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que ça se replace avant de mettre une scène en bourse. Et comme je vous dis, je comprends 100% cette réflexion-là, sauf que le problème avec le fait de rester sur les lignes de côté, c'est qu'à un moment donné, les marchés ils vont retourner à la hausse. Et quand exactement, ben ça, il n'y a personne qui le sait. Sauf que généralement, ça arrive assez subitement. Et dans le cas actuel, ben, ça pourrait être causé par la Fed qui décide de diminuer fortement son taux directeur. Sinon, ça peut être Trump qui décide d'assouplir ou d'éliminer certains tarifs suite à des négociations. Et là, bang, tout d'un coup, ça change de direction. Et c'est pas une question de wishful thinking, c'est une question de vision à long terme. Présentement, c'est pas la fin du monde. Après chaque récession, il y a toujours eu une reprise économique. Encore là, ça veut pas dire que tout va se régler du jour au lendemain non plus. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années, mais ultimement, les compagnies solides, ils vont s'en sortir et les actionnaires, ils vont être récompensés parce que quand tout s'écroule comme ça, les investisseurs, ils vendent tout. Et quand on panique et qu'on liquide la totalité de nos positions, là-dedans, on va se retrouver avec des actions qui sont survendues. Surtout maintenant, c'est accentué par le fait qu'il y a énormément d'investisseurs qui investissent par le biais des fonds indiciels. Donc à ce moment-là, c'est ça qui crée encore plus de baisses généralisées, comme on a pu voir jeudi et vendredi de la semaine dernière. Quand la peur prend le dessus comme ça, le monde se met à vendre tout au complet sans prendre le temps d'analyser individuellement chacun des titres qu'ils détiennent. Et c'est justement lorsqu'il y a du panic selling qu'on peut retrouver des actions temporairement sous-évaluées. Mais je tiens quand même à préciser qu'en ce moment, c'est plus difficile de déterminer si l'action est réellement sous-évaluée, dans le sens que quand vous voyez des titres comme Nike, Apple ou AMD qui sont en train de planter, il y a de bonnes raisons derrière ça. Comme je vous dis, si on considère que les tarifs réciproques, ils restent en place, ces compagnies-là vont subir une baisse de profitabilité. La vraie question, c'est
pour combien de temps les tarifs vont durer et à quelle ampleur ils vont être définis, c'est-à-dire à quelle hauteur. Est-ce qu'ils vont vraiment rester avec les chiffres qui ont été donnés lors du jour de la libération? Je suis pas convaincu. Ça pourrait être baissé, il y en a qui pourraient être éliminés. Donc, c'est ça qui va venir jouer sur la profitabilité future des actions qui sont touchées par les tarifs réciproques. Et l'autre chose à considérer, c'est que sur un horizon à long terme, les baisses de prix comme ça peut créer des opportunités intéressantes pour ceux qui investissent pour leur retraite. On s'entend que c'est pas du tout la même chose pour quelqu'un qui économise pour une mise de fonds dans 1 ou 2 ans, et c'est pas pantoute la même game non plus pour les monsieur, madame de 60 ans qui veulent prendre leur retraite prochainement. Donc, si vous êtes dans la vingtaine ou dans la trentaine, puis que vous investissez pour le long terme, ben vous n'aurez pas besoin de cet argent-là d'ici 30, 40 ans. Donc, théoriquement, les fluctuations à court terme, même si elles sont intenses, ben ça ne devrait pas vous affecter outre mesure, dans le sens que, oui, je le sais que c'est plate de voir la valeur de notre portefeuille descendre à chaque jour. Par contre, je vous rappelle que ce sont des investissements qui ont 30, 40 ans pour remonter la pente. Là. Il va s'en passer des affaires durant ce temps-là. Et tout ça pour dire que je suis bien conscient que depuis quelques semaines, la bourse inquiète beaucoup de monde. Et je pense que plus tu t'intéresses à l'actualité économique, plus tu regardes les indices boursiers, puis plus tu surveilles le prix de tes actions, plus ça va être stressant. Là. Je vous garantis que quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi qu'il y a dans son REER, cette personne-là est pas mal moins nerveuse qu'un investisseur autonome qui gère lui-même ses placements sur Disnat, BNCD ou Wealthsimple. Puis tu sais, c'est normal, là, tu regardes la valeur de ton portefeuille à chaque jour, tu es conscient de chaque fluctuation, tu sais à quel prix tu as acheté telle ou telle action ou tel FNB, et là tu vois que c'est rendu 10, 15, 20, 30% plus bas. Et malheureusement, c'est là que le côté émotif embarque et que là, tu commences à te demander si tu devrais pas tout vendre, question d'arrêter l'hémorragie. Et bien franchement, je sais pas pourquoi, mais je suis assez désensibilisé par rapport à ça. C'est sûr que quand même, là, personnellement, je me réjouis pas de perdre de l'argent non plus. C'est juste qu'en même temps, quand ça fait juste monter, ben je regarde mon encaisse qui s'accumule. Puis je finis par me demander comment je vais faire pour investir tout ça. Puis là, j'ai peur de l'inflation, puis je ne veux pas laisser dormir mon argent dans un FNB comme cash qui donne du 2, 3, 4% d'intérêt. Quand un marché baissier comme ça arrive, il y a une partie de moi qui se dit « OK, là, c'est là que ça se passe. Là. » Ça a été de même durant tout le long de mon parcours avec la drop de 2018, la drop de 2020, de 2022. Et là, même principe avec le marché baissier de 2025. Et à noter que la raison était différente à chaque fois. Là, il y a eu la pandémie, il y a eu la hausse des taux d'intérêt, puis là, présentement, c'est les tarifs de Trump. Et à chaque fois, ça donnait l'impression que c'était la fin du monde, puis que ça allait juste continuer à descendre. Parce qu'à chaque fois, on se dit « Ouais, mais là, c'est pas comme la dernière fois. Là, c'est pas pareil, cette fois-là, c'est grave. » Et pourtant, depuis 2013, à coup de correction puis de marché baissier, c'est de cette façon-là que j'ai réussi à bâtir mon portefeuille. Et surtout, c'est comme ça que j'ai réussi à surperformer l'indice S&P 500. J'ai profité de chacune des baisses, comme je vous dis, en 2018, en 2020, en 2022. C'est là que j'ai vraiment investi massivement de l'encaisse que j'avais accumulée durant des périodes moins intéressantes. Et ultimement, c'est de cette façon-là que je vais chercher des rendements qui dépassent les rendements des fonds indiciels, parce que les fonds indiciels, comme je vous dis, ils reflètent le rendement de l'indice qui est compris d'un paquet d'actions, mais parmi ces actions-là, il y en a qui sont survendues et qui vont finir par remonter beaucoup plus que le marché dans son ensemble. Donc, je vais terminer là-dessus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a un peu éclairé par rapport au dernier crash qu'on a connu la semaine passée. Encore une fois, ne cédez pas à la panique. N'allez pas vendre toutes vos actions ou vos FNB. Surtout, si vous êtes dans vingtaine, trentaine, quarantaine, vous avez tellement
d'années devant vous que c'est un peu absurde de se soucier des fluctuations à court terme. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.